Qui s'assemble finit par se ressembler. Rien de mieux pour reprendre le contrôle de sa vie et trouver son équilibre. Je suis Guy Berthold Tegueux, démerdard dans l'âme et cofondateur de Super Séducteur de Recruteurs, cabinet de conseil et coaching en stratégie efficace de recherche d'emploi sur mesure. Avec Débrouillard, je vous propose sous forme de discussion sans fil de rencontrer ensemble les entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont formellement faire détonner votre équilibre. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, si ce podcast est quelque chose qui vous plaît, alors je vous serais très reconnaissant d'en parler autour de vous rendre sur Apple Podcasts ou toute autre application de podcast de votre choix et me laisser une évaluation. C'est ce qui m'aide le plus. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec une entrepreneur. Je sais pas si on dit entrepreneur ou entrepreneuse pour une femme. Je crois qu'en fait, on peut dire les deux, mais honnêtement, ça m'est complètement égal. Entrepreneur, ça me va bien, entrepreneuse. Donc, Shirley Bilo qui est à moitié martiniquaise et française, si tu me corriges. À moitié jurassienne, parce que martiniquais, c'est aussi français. Là, je te taquine. Ah. Ben moi, je m'y connais pas trop, hein, donc je suis pas français, donc je connais pas trop ça. En fait, la Martinique, c'est la France de l'outre-mer, et on va dire que la France hexagonale, qu'on appelait avant la métropole. Donc, mon père est du Jura et ma mère est de la Martinique. Ok, c'est la France, mais ça fait pas partie de l'Hexagone, si je comprends bien. Oui, c'est de la France de l'outre-mer, ouais, au-delà des mers. Ok. Donc, tu es la CEO de Cadalis et aussi, à ton actif, il y a plus de 8 trophées qui ont été gagnés. Cadalis, tu vas nous expliquer ce que c'est. Mais déjà, est-ce que tu peux te présenter, toi, nous parler un petit peu brièvement de ton parcours, Charles? Alors, donc, je suis Shirley Bio, la fondatrice de Cadalis, qui est la première marque éco-consciente aux actifs du bananier. C'est une marque qui est bio, c'est une marque qui est végane et qui s'inscrit dans son temps puisque on est engagé à la fois pour l'environnement puisqu'on recycle des déchets de la filière agricole de Guadeloupe et de Martinique, la filière banane, à la fois pour aussi son côté green puisqu'on fait de la chimie verte, c'est-à-dire qu'on a des procédés d'extraction qui respectent l'environnement. Et aussi, on a un modèle capitalistique qui est assez étonnant puisque 100% des producteurs de bananes sont actionnaires de la société parce que je crois beaucoup à un capitalisme plus inclusif, moins égocentré et avec plus d'éthique. Alors, mon parcours, à l'origine, moi, je suis économiste. J'ai travaillé plusieurs années dans le conseil en ERP, notamment sur SAP. Et il y a quelques années, il y a 14 ans précisément, je suis retournée vivre aux Antilles, d'abord en Guadeloupe pendant 3 ans et ensuite en Martinique pendant 2 ans, où là, j'ai fait de la direction de PME dans l'importation de produits pour la grande distribution, la pharma ou le téléachat. Et puis, donc, j'étais pas du tout destinée à devenir entrepreneur, mais pas du tout parce que, pour le coup, ma mère est femme au foyer, mais par contre très fortement intégrée et impliquée dans la vie société civile puisqu'elle s'occupe de pas mal d'associations, notamment environnementales. Et puis, un père dans l'armée, donc plutôt destiné à devenir, à avoir une carrière de salarié dirigeant, mais pas du tout entrepreneur. Et en fait, on a eu la grève en 2009 aux Antilles, la grève pour la vie chère, qui est un peu celle qu'on vit en ce moment en Hexagone. Avec les gilets jaunes notamment. Oui, exactement. Sauf que nous, on l'a vécu il y a 10 ans exactement. Et parce qu'il y avait un vrai malaise, notamment lié au pouvoir d'achat, puisque la vie est vraiment beaucoup plus chère là-bas, avec un cumul de marges que font les différents opérateurs. Et je crois que cette grève a réveillé en moi quelque chose. Je me suis dit que j'en avais assez, je pense, d'être passive, de subir peut-être une vie de citoyen qui ne fait que travailler sans forcément but, en fait, si ce n'est sa rémunération. J'avais envie de donner du sens à ce que je faisais. Voilà. Bon, il se trouve que quelques mois plus tard, j'ai eu des difficultés avec mon employeur, qui était une personne sans valeur, sans éthique. Et donc, ma relation s'est très mal terminée professionnellement. Et donc, je me suis retrouvée au chômage. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ?
On m'a Là, proposé des postes. tu parles pas de SAP, là, c'est un Ah autre non, c'était employeur. après. Oui, c'était Ok. quand j'étais dans la distribution pharmaceutique. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais? On m'a proposé de revenir dans le conseil et de diriger un cabinet à Paris. Et puis, en fait, j'avais pas envie, en fait. J'avais envie de vraiment faire quelque chose pour mon île. Et j'avais cette idée en tête sur la banane qui n'arrêtait pas de me hanter. Et j'ai fait toute une bibliographie. C'est assez étonnant, mais je dors pas beaucoup, en fait. Donc, j'ai besoin de m'occuper. Et j'ai lu beaucoup d'études scientifiques qui avaient été faites sur les différentes parties du bananier. Et je trouvais que c'était intéressant ce qu'il y avait dedans. Et comme ma mère m'avait initiée très tôt aux plantes médicinales, moi j'ai cette culture en fait qui est à la fois moderne et à la fois traditionnelle. Et dans ma tête, ça a fait un peu un tilt. Et il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer dans la même semaine le président de la filière banane et le président du CIRAD, qui est un centre de recherche spécialisé dans les fruits et les légumes tropicaux. Et je leur ai parlé de mon idée, n'ayant pas de terre, n'étant pas agricultrice, n'ayant pas de fortune personnelle. Je leur ai dit, écoutez, moi, je voudrais récupérer vos déchets pour en faire des ingrédients pour la cosmétique et la nutrition. Donc, des ingrédients à haute valeur ajoutée. Et ils ont trouvé ça un peu étonnant, faut le dire. Mais ils ont décidé de me suivre. Oui, ils m'ont pris, je pense, un peu pour une folle. Ils ont dit, mais elle veut faire de la beauté avec des bananes moches. Je pense que ils m'ont dit en fait à l'époque. Peut-être ça les arrangeait quelque part parce que forcément, ça doit être quelque chose qui allait soit à la poubelle, soit qui servait de peut-être fumier. Chez nous, au Cameroun, par exemple, on se sert de ça comme fumée dans les plantations. Donc, je sais pas trop. Peut-être C'est un peu ça en fait. pour eux. Tu les débarrassais de tous ces trucs là, comme ça. En fait, nous, c'est ça. C'est soit on les donne aux cochons, soit enfin aux animaux, soit on les donne aux bovins, etc. Soit on les c'est jeté, soit c'est parce que c'est des bananes qui sont juste moches en fait. Elles sont soit toutes seules, soit elles ont des taches, ou elles sont un peu tordues, et donc on peut pas vraiment les vendre telles quelles. Et donc il y a quand même une grosse partie qui est perdue. Et donc en fait, j'ai décidé de lancer un programme de recherche en 2010 pour essayer de voir s'il y avait des principes actifs d'intérêt et si c'était rentable de les extraire. Et donc on a fait une première étude pendant un an où j'ai caractérisé. Moi, j'étais très intéressée par les corps gras, donc tout ce qui est c'est les huiles de la banane. Donc pendant un an, on a étudié les corps gras de la banane, la verte, la jaune, et on a trouvé que c'était intéressant. Et à l'issue de cette année, de l'année passée, j'ai décidé de créer ma société, en fait, et de lancer une thèse en biochimie. Et là, pendant presque 5 ans, on a caractérisé tout le bananier, c'est-à-dire la feuille. Ça, c'est une autre entreprise, non? Là, on parle pas de Cadalis. Non, c'est toujours. Non, Cadalis, en fait, c'est une marque. Mais la société, en fait, qui fait tout ça, c'est SHB. Et donc, SHB, enfin, la société a pendant plusieurs années étudié ce qu'il y avait dans le bananier. Et on a déposé 3 brevets. Un sur les vertus un sur les vertus anti-âge, puisqu'on stimule le collagène et l'élastine. Un autre brevet sur les vertus dépigmentantes, puisqu'en fait, on permet d'enlever les taches pigmentaires et on est plus efficace que la vitamine C et l'acide kojique. Et le 3e brevet, il est sur les vertus c'est genre apaisantes. même les gens qui ont l'acné, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui... Oui, parce que le 3e brevet, c'est sur les vertus apaisantes du bananier. Et c'est vrai que dans la médecine traditionnelle, quand on a des problèmes d'eczéma, de psoriasis ou d'acné, on utilise la peau de la banane pour traiter ces problématiques de peau, puisque le bananier est cicatrisant. Et il est antibactérien et cicatrisant. Waouh. Donc, il y a un truc que tu as dit avant qui, lorsque je faisais mes recherches sur toi, je suis un petit peu tombé dessus. Le fait que tu ne dormes pas trop, tu disais dormir de minuit jusqu'à 2 heures, tu te lèves, après tu écris tes mails à tes clients qui sont du côté de la Corée ou de Tokyo, je sais pas trop, mais en Asie, je sais que tu as des clients par là-bas. Et ensuite, tu te recouches et tu te relèves, je sais pas, c'est 4 heures ou un truc comme ça, ou 6 heures. En fait, tu dois dormir quelque chose comme 4 heures ou 5 heures de temps, en fait. Oui, c'est ça, 4 heures. Les 4 heures, c'est quand je fais des bonnes nuits. Ouais, je dors 4 heures. C'est incroyable, ça. Mais donc, en fait, j'ai du temps, en fait. Et donc, pendant ce temps, j'adore apprendre des choses, voilà, m'instruire. Je m'occupe, en fait. C'est comme ça.
ça fait des années que ça dure et ça me perturbe pas du tout. Et voilà, donc ça me laisse vraiment beaucoup de temps pour faire plein de choses. Yes. La banane, c'est vraiment enfin, pour ceux qui, pour mettre un peu les gens dans le contexte par rapport à la banane, dans une zone comme les îles, la Martinique, c'est quelque chose c'est quelque chose avec lequel on grandit en fait, parce qu'il y en a de partout. Je dis pour ceux qui s'étonnent, mais pourquoi la banane? Parce que quelque part, j'imagine que ça fait partie de ton environnement pendant toute ta jeunesse, parce que je sais pas, l'équivalent que je peux trouver ici, une pomme, non, je sais pas. Mais du moins, Si, c'est quelque peut-être chose. les pommes. En fait, c'est très juste ta remarque. Et en fait, il y a deux Mhm. choses. D'une part, à aujourd'hui, 80% des plantations en Martinique, je crois à peu près, c'est de la banane. En fait, la banane, c'est le premier employeur privé de l'île. C'est quand même Waouh. énorme. Et donc, quand tu grandis là-bas et que tu roules, tu ne vois, et surtout dans les communes du Nord, tu ne vois que des bananiers en fait. Et après, tu as la canne, mais tu ne vois que des bananiers. Et donc, ça fait partie, ça nous accompagne depuis plusieurs années. Et puis, on a aussi une histoire singulière avec le bananier en Martinique. Et ça n'existait qu'en Martinique. C'est qu'il y a une ordonnance royale qui date de 1736 et qui avait imposé à tous les détenteurs d'esclaves de planter 25 bananiers par esclave détenu et de leur laisser la possibilité de planter librement jusqu'à 50 bananiers sur des parcelles de terre. Alors pourquoi, c'était pendant l'époque de l'esclavage, pourquoi la France a légiféré la culture de la banane quelque part, mais à titre individuel? C'est parce qu'ils se rendaient compte que les esclaves, ça mourait, en fait, si on les nourrissait pas. Et donc, je sais pas, c'est plein de paradoxes, hein. Mais donc, en fait, Ouais. en imposant cette culture, c'était quelque part pour sécuriser une source d'alimentation pour les esclaves d'Afrique. Et Pour donc, pérenniser un petit peu. pour essayer qu'ils durent plus longtemps, parce que ça coûtait quand même cher d'en acheter des nouveaux régulièrement. Et donc, c'était quand même bien de les Mais en en... même temps, ça met un certain temps. Non? Tu prends le bananier, tu le mets pas là et puis tu attends quelques semaines, ça met un certain temps. Enfin, Non, mais non. ça, je sais pas. Ça, c'est pour le plantain. Pour la banane, je sais pas. Est-ce que tu pourrais me dire, c'est combien de temps jusqu'à ce que Alors, on puisse avoir un régime de banane alors prêt à être un bouffé? régime de banane, c'est 9 mois. Pour la banane qui est cultivée sous les volcans, enfin en bas, parce que quand tu la cultives en montagne, ça prend 12 mois. Mais c'est 9 mois en moyenne, donc comme une grossesse. Et en fait, l'intérêt, Ok. c'est comme une grossesse, mais l'intérêt en fait du bananier, c'est que c'est une ressource durable parce que tu en as tous les jours. En fait, une fois que tu plantes le bananier et que son régime est prêt et que tu le coupes, Mhm, en fait, mhm. là le bananier en fait dégénère, donc il faut le couper. Mais par contre, il y a constamment des rejets en fait qui poussent. Et donc, au bout d'un moment, une fois que tu as planté la première fois des bananiers et que tu t'es bien organisé, tu as enfin là aujourd'hui la filière banane récolte des bananes tous les jours. Il y en a tous les jours. T'attends 9 mois, tu récoltes et après t'en as plus. C'est que tous les jours il y a des bananes. Ouais, parce que les rejetons sont aussi en continu, en fait, quand Oui, ils sont espacés, quoi. Si il y a un qui va produire dans 9 mois, il y en a d'autres qui vont produire dans 8, dans 7, ainsi de exactement. suite, jusqu'à... Voilà, exactement. C'est un renouvellement perpétuel et c'est pour ça que la banane est une culture durable parce que tu en as toute l'année. Ok. Petite digression par rapport à ce que tu parlais à l'époque, par rapport à l'esclavage. Est-ce que ce sont des exploitations de l'époque de l'esclavage qu'on continue d'exploiter aujourd'hui, ou alors ce sont de nouveaux trucs Alors non, puisqu'en fait pendant l'esclavage on cultivait pas la banane. En fait, c'était principalement la canne, puisque c'était à l'époque le sucre, c'est ce qui a permis à la France de s'enrichir en fait. Pendant à l'époque des mercantilistes, là pour que c'est l'économiste qui parle, mais la France, oui, la France en fait quelque part est devenue riche grâce au commerce du sucre et donc grâce au commerce de l'esclavage quelque part. Et donc à l'époque, on cultivait plutôt le café, notamment en Guadeloupe, la canne, le cacao, des choses. C'était ce type de culture. La banane est arrivée paradoxalement
au début des années 1900, c'était les années, je crois, 30 ou 40. Par contre, très très vite, elle a supplanté la canne. Et dans l'inconscient des populations locales, c'est pas une culture qui rappelle les cultures de l'esclavage, justement. C'est une culture qui s'est très bien intégrée aussi parce que ce végétal n'était pas associé à ce passé esclavagiste sur les cultures. Hein. Et c'est pas du tout comme le coton ou la canne. Donc même si c'est une culture qui reste qui se fait manuellement et qui est très peu mécanisée, mais l'approche est vraiment différente. Ok. Moi, je trouvais très intéressant le fait que tu l'as mentionné au début de l'interview, que le capital est redistribué à 100% justement à ceux-là qui font ce travail manuel-là. Et j'aimerais savoir ta démarche, enfin, tu l'as un petit peu déjà expliqué, mais qu'est-ce qui t'a influencé? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu ailleurs ou dès le départ, tu avais déjà ça dans la tête et c'était ça sur le long terme, c'est ce que tu voulais faire sur le long terme en fait, pouvoir permettre à plusieurs foyers de vivre aussi de ce projet-là? En fait, alors ils n'ont pas 100% du capital, hein, ils sont minoritaires, mais ils ont une partie du capital. En fait, Ah non, je me suis mal exprimé, pardon. Je mais voulais dire par tous contre, ceux qui voilà, bossent possèdent ouais, quelque chose voilà, dans le capital, je voulais dire. Ouais. exactement, 100% des planteurs sont actionnaires. Des planteurs. Ouais. Voilà, tout le monde, que ce soit les riches ou les pauvres, que ce soit les planteurs blancs ou les planteurs noirs, 100% des planteurs sont au capital. En fait, j'ai pas vu de modèle en particulier. C'est vraiment quelque chose que je ressentais en moi. En fait, la grève qu'on a vécue en 2009, elle venait aussi. C'était tout un contexte qu'il y avait mondialement, avec notamment les problèmes des subprimes aux États-Unis, où on s'est rendu compte que le capitalisme, notamment les banques, avait ruiné quand même beaucoup de pays. Et je trouvais que ce manque d'éthique et cet appât du gain sans foi ni loi au détriment des gens, en fait, je trouvais ça dommage. Et je me suis dit, il y a d'autres modèles économiques qui pourraient, sans rentrer dans le communisme, mais qui seraient du capitalisme plus éthique, en fait. Un capitalisme éthique qui en fait, intègre verticalement des filières, en fait, dans une vision d'un cercle vertueux ou d'un écosystème. Et je me suis dit, moi, je viens d'une île, petite île, et en fait, nos concurrents, ben, c'est pas nous-mêmes, ben, c'est le monde entier. Et donc, en fait, on est plus fort à plusieurs. Et je trouvais que c'était pertinent qu'on soit tous ensemble dans un même intérêt commun. Et je trouve aussi, en tant que consommatrice, je trouve dommage de voir cette souffrance qu'il y a chez les agriculteurs qu'on peut retrouver en France globalement, parce que c'est des métiers qui sont dévalorisés où les coûts, où en fait ils gagnent pas beaucoup leur vie et je trouve qu'ils sont finalement assez exploités. Alors qu'en fait, si on n'a pas de quoi manger nous, ben on ne pourra pas continuer de vivre. Et je trouve que nous devrions tous soutenir les filières agricoles. C'est quand même la base hein, de l'alimentation. Et surtout si on les soutient et qu'on partage avec eux du revenu et qu'on leur apporte un revenu complémentaire, je trouve que ça leur permet aussi de produire mieux et dans de meilleures conditions. Donc, je pense que moi, je suis plutôt sur l'économie réelle. Je trouve que l'excès qu'on donne à l'appât du gain sur le digital, je trouve que c'est dommage parce qu'on en perd le sens des réalités. Et aujourd'hui, le sens des réalités, ben, c'est la terre, c'est notre écosystème, c'est la planète, c'est les agriculteurs, c'est les pêcheurs, c'est toutes ces professions qu'il faut aussi accompagner dans une transition plus green et plus écologique et plus éthique. Voilà. Donc, c'est un pur engagement personnel. Yes. Peut-être avant qu'on ne passe à la partie des trophées, parce que comme j'ai dit au début, c'est au moins 8 trophées, peut-être plus, ça c'est la dernière info que j'ai, qui ont été gagnés par Cadalis. Et j'aimerais que tu me dises, est-ce que tu utilises d'autres... comment je vais formuler ça? La matière première, la banane, elle vient uniquement des îles ou alors il y en a qui proviennent de pays, par exemple, comme la Côte d'Ivoire, ils font partie des premiers producteurs quand même dans le monde. C'est une bonne question. Alors, en fait, ma vision, elle n'est pas orientée que sur les Antilles françaises. Alors, pour l'instant, mes ingrédients que j'utilise pour ma marque, Cadalis, sont issus de Guadeloupe et de Martinique. Mais en fait, là, le projet sur lequel je travaille, de ce site industriel,
qui sera un site éco-responsable entre guillemets. Là, on travaille pour faire un pilote en Martinique, qui nous permettra de dupliquer en fait la technologie à d'autres pays producteurs de bananes. Et donc, on est déjà en contact avec des filières dans d'autres pays, notamment en Afrique, pour justement leur apporter une solution pour transformer leurs déchets, créer de la valeur ajoutée pour les filières agricoles. Excellent. Ok. Donc, est-ce que tu peux nous parler maintenant des trophées? Je sais que tu as notamment été incubé par Station F, qui fait partie des plus grands, peut-être c'est le plus gros incubateur, voire le plus gros, comme je disais. Comment déjà est-ce que tu as intégré Station F? Alors moi, j'ai intégré Station F à son ouverture sur le programme Outre-mer Network, qui est un programme qui est géré bénévolement par des entrepreneurs de l'outre-mer, et on a des partenariats avec les chambres de commerce des différents outre-mer, et c'est le lien entre l'outre-mer français mais également l'Afrique, puisqu'on avait comme projet notamment dessus Afrobyte, et donc je suis restée 1 an sur le projet outre-mer, et puis L'Oréal a ouvert j'ai entendu parler que L'Oréal ouvrait un incubateur à Station F et avait ouvert en fait une sélection, et donc j'ai une sélection mondiale, et donc j'ai postulé, et j'ai eu la chance d'avoir été sélectionnée. Je pense que ce qui leur a plu, c'est que notre marque était à la fois dans cette mouvance des marques authentiques, engagées. Est-ce que L'Oréal te voit pas comme un concurrent potentiel, surtout que tu es sur un segment, enfin ça c'est mon appréhension, un segment à l'époque qui est innovateur, qui n'est pas forcément je pense que tu maîtrises plus ce segment ils sont un petit peu plus généralistes. Est-ce qu'ils te voyaient pas là comme un concurrent et genre, est-ce qu'ils n'ont pas plutôt des idées de peut-être soit te racheter ou soit te faire disparaître? En fait, je pense que la démarche de L'Oréal est vraiment une démarche bienveillante. Je pense qu'ils ont envie d'apprendre des startups et de partager aussi leur expérience de grands groupes. Il n'y a pas du tout une dimension ou une volonté de voler des idées ou de racheter à tout prix. C'est plus dans un esprit, je trouve, de partenariat ou de collaboration. Je trouve ça très positif parce qu'on est toujours accompagné par eux. Alors ça se passe comment? Par exemple, on a eu des ateliers sur des thématiques, notamment sur le marketing et le digital. Et puis chaque accompagnement était personnalisé. Ça veut dire que nous, Marc, on leur disait voilà, nous on aimerait bien avoir des mentors chez vous pour nous accompagner sur tel et tel sujet, parce que nous on n'est pas peut-être très bon dessus. Et en fait, ils nous trouvaient. C'est quoi comme sujet, par exemple? J'imagine peut-être l'industrialisation. Typiquement pour nous, en fait, on avait 2 sujets. Le sujet plutôt recherche, en fait, parce que nous, on voudrait bien devenir fournisseur de matières premières. Donc, on voulait voir avec L'Oréal comment ils pourraient nous accompagner pour justement devenir plus tard un fournisseur qui réponde à leurs normes et cahiers des charges. Donc ça, on travaille dessus. Et puis moi, je viens pas du marketing et j'avais besoin qu'on m'aide à mettre en avant nos engagements, à la fin de notre recherche, nos engagements, parce que finalement, j'en parlais pas assez. Et donc, on est accompagné par la directrice marketing de La Roche-Posay, qui est pour nous géniale parce qu'elle est aussi de formation agronome. Donc, la dimension végétale de notre projet, elle la comprend parfaitement. Et puis, La Roche-Posay, c'est une marque dermato, donc c'est une marque qui est quand même technique et scientifique. Et donc, avec elle, on avait finalement cette double compétence qui, en fait, est dans notre ADN aussi. Et elle nous a beaucoup aidé à prioriser les discours de marque et à travailler notre plateforme de marque. Et donc, moi, en tout cas, ça nous a beaucoup aidé d'être accompagnés par L'Oréal. Et après, il se passera ce qui se passera. Mais, et pour revenir à ce que tu disais sur L'Oréal, c'est vrai que c'est plutôt un groupe de cosmétiques qu'on appelle conventionnels, c'est-à-dire qui font peu de bio. Par contre, c'est un groupe qui est très engagé sur le développement durable. Ils ont une fondation et ils s'engagent beaucoup avec des filières dans d'autres pays. Et ils ont un engagement à 2023 d'avoir leur sourcing qui
qui soit RSE en fait. Donc ils ont été engagés avant beaucoup d'autres sur cette dimension environnementale, sociétale. Et c'est aussi ça qui leur a plu chez nous, c'est que nous on l'était aussi. Et sur ce sourcing, on a des valeurs communes. Après, c'est quand même compliqué pour un groupe comme L'Oréal, qui est quand même le leader du marché mondialement, de switcher, de devenir du jour au lendemain complètement bio. Ça serait compliqué quand même. Et voire impossible. C'est oui. peut-être intégrer une partie de ce qu'ils font pour des gens qui seraient potentiellement intéressés par ça, mais switcher complètement, ce serait techniquement et aussi peut-être financièrement pas très intéressant à mon avis. Bon, à voir, ça c'est mon avis de profane. Et donc Cadalis, c'est 2 victoires de la beauté aussi. 5, c'est 5. 2 observatoires. C'est 5 victoires de la beauté. Observatoire du cosmétique, dans l'absolu, on a 16 produits qui sont validés. On en a 16. Et là, cette année, on a eu 2 prix au meilleur produit bio de l'année. C'est incroyable. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que ça change en fait? C'est différent. Moi, par exemple, j'ai reçu au début de ce podcast Jessica Alogo. Elle est plus sur c'est la cuisine. En cuisine, ça c'est un petit peu, c'est généralisé. Dans la confiture, elle fait des petits pots de confiture et elle a participé à plein de concours de start-up. Elle a gagné plein de trophées. Pour elle, elle me disait que le fait de participer à ces événements-là, c'était pas forcément le fait de gagner ces trophées-là, mais juste d'être dans cet écosystème-là et de se faire voir et parfois même dealer entre concurrents, que c'était ça le vrai apport de participer à ce type d'événement-là. Et j'aimerais savoir pour toi, le fait d'avoir gagné ça ou d'avoir participé à tous ces trucs-là, qu'est-ce que ça t'apporte à toi, à Cadalis et à ton entreprise, à SHP? En fait, dans les prix, notamment Victoire de la beauté, et là, cette année, le prix du meilleur produit bio de l'année. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est un jury de consommateurs. Là, pour le produit bio, c'était 100 consommateurs qui sont sélectionnés de façon complètement indépendante et qui testent les produits et qui donnent donnent une note au produit préféré. Donc c'est vraiment des Excuse-moi de te couper. Quand tu dis tester, c'est tester par rapport à la partie scientifique. Non, sur eux, en fait. Ok, je pensais non, que pas du tout. Ils utilisent ça. le produit sur eux. Et en fait, c'est eux qui évaluent le produit. Donc, c'est vraiment une note sur l'usage du produit par des consommateurs que je ne connais pas. Et donc, moi, je trouve que c'est intéressant parce que de savoir qu'on a eu la meilleure note d'un produit parce que tous les consommateurs ont trouvé que c'était le meilleur de sa catégorie. Ben, je trouve que c'est super intéressant en tant que marque parce que ça nous conforte sur je trouve nos formulations. Donc c'est pas uniquement que vitrine, c'est vraiment un gage de reconnaissance par les consommateurs. Donc c'est quoi aujourd'hui les grands axes de SHP? En off, tu m'as dit que vous allez déjà, après la phase de test, chercher à peut-être commencer à vendre vos actifs à d'autres boîtes en B2B. Est-ce que tu peux nous parler de ça ou alors d'autres projets qui sont, enfin, pour 2020, ce qui est prévu pour SHP? Alors là, en fait, sur la partie industrie, ben là, on travaille justement sur cette transposition de ce qu'on a fait en laboratoire en industrie et parallèlement, on monte des partenariats avec des potentiels futurs clients pour de la matière première. Et puis, on a redémarré une thèse en biochimie pour étudier d'autres propriétés et donc déposer de nouveaux brevets sur les vertus du bananier. Et sur la partie marque, ben là, on démarre le marché américain dans quelques semaines. On démarre le marché américain et on renforce notre position sur l'Asie. Donc, on a de gros challenges à la fois sur la marque et sur la partie industrie. Et puis, en fait, on a 2 actualités. D'une part, on lance un nouvel ingrédient qui est issu de la banane rose. Je sais pas
Si t'as déjà vu une banane rose? J'ai déjà vu et je me suis toujours demandé si ça se bouffe, ça. Est-ce qu'on mange de la banane rose ou ça Oui, sert on la juste... mange. En fait, on la mange. Tu peux la manger. C'est une banane dessert. Donc, tu peux la manger comme un dessert. Et quand elle est verte, tu peux la manger en légumes comme habituellement les bananes vertes qu'on mange en légumes. Et l'intérêt qu'elle a, Attends. On mange les bananes vertes comme ça crues aussi? non, cuite en légumes. Ah, ok, À j'ai eu l'eau, peur, là. comme une pomme de terre, comme une pomme de Ok. terre. En fait, les bananes dessert, nous, on les mange principalement vertes, cuites. En fait, et on aime bien manger d'autres variétés que celles qu'on trouve en métropole. Et c'est Donc, quoi, comment vous, c'est quoi comme repas, par exemple? bah, nous, on a un repas typique en Martinique, c'est le tinel en morue. En fait, c'est qu'on prend les bananes vertes, là. Donc, la banane dessert, mais quand elle est verte, on coupe les extrémités, on la fendille, on la fait cuire dans de l'eau. Et en fait, on fait cuire de la morue avec. Et on mange ça avec un filet d'huile sur la morue et la banane avec de l'avocat. Et ça nous fait, on le mange aussi en gratin, en fait, comme, on le réduit en purée et on fait un peu comme une purée en gratin. En fait, il y a plein de recettes possibles avec la banane verte. C'est comme une pomme de terre, mais avec un indice glycémique qui est très bas, donc qui est meilleur pour la santé, en fait. Ouais, c'est vrai que chez nous, on le bouffe aussi comme ça en légumes. J'ai oublié comment ça s'appelle? Banane malaxée, ça s'appelle, avec des arachides euh, moulu mélangé avec de l'eau et je sais plus trop, ça fait longtemps donc mais je sais que c'est comme ça que ça se bouffe principalement, sinon c'est lorsque ça a déjà mûri, lorsque c'est jeune. Pour la banane rouge, comme on disait, tu disais que il y a un process qui va se... c'est quoi l'idée d'exploiter tout le légume ou juste la peau? En fait, en fonction des extraits, j'utilise des extraits qu'on a déjà démarrés sur la banane parce qu'après on en fera d'autres sur d'autres parties. On travaille soit sur la banane entière, soit on prend que la peau. Ça dépend des actifs. Et là, sur la banane rose, on travaille toujours sur les corps gras et on extrait En fait, on a développé un ingrédient huileux. Et pour te donner un ordre d'idée, on a un pouvoir antioxydant qui est 4500 fois plus antioxydant que l'huile d'argan. C'est-à-dire que notre actif huileux de banane rose, il est 4500 fois plus puissant que l'huile d'argan. C'est pas juste une fois, c'est 4500. Et on a aussi dessus des propriétés en fait anti-taches. Et pour donner un ordre d'idée, c'est quoi, si on revient peut-être sur l'huile d'argan par rapport à ses propriétés propres, qu'est-ce que ça aurait comme impact peut-être sur Ben en un fait, produit spécifique? ce qui est antioxydant, c'est ce qui permet à un ingrédient de lutter contre les radicaux libres. Donc les radicaux libres, c'est ceux qui sont à l'origine notamment du vieillissement cutané. C'est le stress, c'est la pollution, c'est le soleil. Donc c'est ce qui va en fait générer sur la peau une réaction chimique qui va dégrader la peau par des réactions en chaîne. Et en fait, on va dire qu'une huile d'argan, en fait, elle est connue pour être antioxydante, notamment parce qu'elle est riche en vitamine E et donc pour lutter contre le vieillissement cutané. Mais nous, on a un pouvoir qui est 4500 fois supérieur. Et cette Qui est huile, 4500 donc ça, fois. Wow. voilà. Ok. Donc ça, c'est une huile qu'on a développée. Donc on va lancer des nouveaux produits autour de, notamment une huile à la banane rose pour le visage, pour unifier le teint. Et puis on va lancer un contour des yeux. Et et puis en fait, et là pour le coup, tu as l'exclusivité parce que je ne l'ai pas encore dit, mais les studios Universal, donc le studio américain, nous ont confié une licence de marque, les Minions. Tu vois, le petit personnage jaune, parce que le point commun entre eux et nous, ben, c'est la banana. Et donc, on va développer des collections capsules, des collections de capsules pour les millennials pour Cadalis, mais avec la licence les Minions. Parce qu'il y a un film qui sort l'été prochain. Voilà, donc on est super fiers d'avoir obtenu cette licence parce que c'est pas souvent, Ouais, enfin, c'est c'est très rare. intéressant ça. Quand il a confié une start-up, c'est très, très rare. Ouais, mais surtout à quelle startup? Parce que au départ, directement, on voit pas le lien. C'est lorsque tu vas dans les détails, parce que il y a le rapport avec la cosmétique. Mais lorsque tu vas dans le fond, on comprend un peu plus pourquoi. On voit un petit peu le parallèle, les millennials, le petit logo et tout. Et j'ai tellement de questions que j'aimerais te poser encore, mais là, bon. Oui. Par exemple, j'aimerais savoir pour ce qui est Mais non, mais vas-y, dis-moi. C'est juste qu'on est un petit peu serré au niveau du temps. J'ai une autre interview, mais c'est pas grave. Pour ce qui est, j'aimerais savoir par exemple pour
Au niveau de l'entreprise, comment tout est structuré? Est-ce que c'est quoi? C'est combien de personnes dans la team? Ceux qui sont opérationnels, ceux avec qui tu bosses à distance, les process de travail. Alors, déjà, je voulais te dire et dire aux auditeurs, moi, j'ai démarré ma société avec mes droits aux ACDIC. Hein. Donc, j'étais au chômage et j'ai levé mes droits aux ACDIC. Donc, je suis partie de rien, en fait. Après, j'ai fait des. Peut-être on va un petit peu expliquer, vu que la communauté est assez variée. Il y a une bonne partie qui sont en Afrique qui connaissent pas ça, et il y en a qui sont aussi en Allemagne qui connaissent pas aussi forcément ce système. Donc, quand tu parles de droits aux ACDIC, c'est en France, on a des allocations pour le chômage. Donc, quand on n'a pas de travail, quand on vient de perdre son emploi, et en fait, moi, j'ai pu lever entre guillemets, 1 an de salaire que j'ai pu lever pour faire un capital pour ma société. Et en fait, donc au lieu d'être payé au chômage pendant 1 an, j'ai tout récupéré en fait, ce qui m'a permis de créer ma société. Et après, j'ai eu des soutiens par l'Europe et la région Martinique pour cofinancer mon programme de recherche. Donc, j'ai eu des fonds privés pour la partie recherche. Et après, j'ai eu mon actionnariat que j'appelle les Banana Lovers, donc mes planteurs de bananes. Et sinon, ils ont mis un petit biais au départ, ou parce alors parce qu'ils ils ont sont cotisé avec une partie de leur salaire. ils sont 100% actionnaires, donc ils ont tous mis une participation dans la société. Et en fait, sinon, j'ai en fait, on va dire que j'ai 3 équipes aujourd'hui. J'ai une jeune Martiniquaise qui est partie aux États-Unis pour faire son VIE. En fait, c'est un volontariat. Donc, elle est partie dans le cadre d'un dispositif qui existe en France. Donc, elle est chez mon partenaire aux États-Unis. Pendant 18 mois, elle va s'occuper avec mon partenaire de lancer la marque aux États-Unis. J'ai une partie de l'équipe qui est à Montpellier, puisqu'en fait, toute la partie recherche se fait à Montpellier, avec la Fac des Pharma de Montpellier et le CIRA, qui est un centre de recherche. Et puis, on a des équipes qui sont... Montpellier, là, ça commence à devenir un gros hub petit à petit. C'est un hub de recherche, le X-Souberan, de TIT et de l'actuel, comment ça s'appelle, la carte resto, là, comment ça s'appelle encore? Bref, le X-Souberan, tu connais peut-être? Non, je connais pas. Du moins, il y a plein de startups qui naissent du côté de Montpellier. Ça devient vraiment un hub où il y a plein. C'est plus juste Paris, le centre, ils sont nombreux. Et en plus, j'imagine que là-bas, ça doit être beaucoup plus moins cher de monter un truc et avec la même qualité que ceux qui sont sur Paris. Oui. Non, en fait, je trouve que ce qui est bien, c'est que ça se décentralise. Et je trouve qu'il y a plein de grandes villes de province qui sont très, très dynamiques. Et je trouve que c'est bien parce que pendant très longtemps, tout était concentré pas en Martinique, à Paris. Et je trouve que c'était dommage parce que c'était vraiment ce système français où tout était concentré à la capitale. Et maintenant, je trouve qu'il y a il y a l'Occitane qui a lancé un incubateur beauté à Marseille. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Je trouve ça formidable. Et donc, aujourd'hui, j'ai une équipe à Montpellier, j'en ai une à Paris et on est aussi aux Antilles. Et en fait, on a à la fois des teams de recherche et des teams plutôt marketing, notamment sur le digital, développement produit. Top. Et peut-être une dernière question. Comment est-ce que toi, tu progresses aujourd'hui sur tous les plans, que ce soit business ou personnel? Comment toi, tu évolues? Comment tu progresses? En fait, déjà, je trouve que ce qui est important, c'est de se faire accompagner. Moi, j'ai beaucoup de mentors qui m'aident sur différents sujets. Et c'est important parce qu'on ne sait pas tout et on a besoin d'être guidé par des personnes qui ont plus d'expérience. Voilà. Et après, sur la partie marque, on est plutôt très orienté développement américain ou asiatique. C'est vraiment les 2 gros marchés sur lesquels on travaille, en fait. Et sur la partie matières premières, on est plutôt orienté vers les pays qui sont producteurs, comme l'Afrique ou encore une fois, il y a aussi l'Asie ou l'Amérique du Sud. Avec quand même une appétence, pour l'Afrique. Moi, je suis née à Djibouti, j'y ai grandi en fait. Donc moi, je suis assez orientée. Djibouti. Ouais. Et oui, j'ai vu. C'est quoi le lien? Comment ça se fait? Ouais, c'est Parce que mon père entre guillemets pas logique. Mon père était dans l'armée en fait et il a fait plusieurs missions à Djibouti et moi je suis née là-bas et j'ai grandi une partie de mon enfance. C'est complète, c'est de l'autre côté, c'est vers la Corne. C'est le français, il parle du français? Entre l'Éthiopie, l'Érythrée et en fait Djibouti c'était un territoire français avant et c'est devenu indépendant, je crois que c'était en 79 si je me trompe pas.
retour à l'histoire. Merci beaucoup, Shirley, pour ce partage. C'est vrai que j'aurais encore eu plein de questions et j'espère peut-être, pourquoi pas, qu'on pourra se faire peut-être un follow-up après ton lancement aux États-Unis, par exemple, histoire de voir un petit peu, vu que tout le monde sait combien c'est assez complexe de se lancer aux États-Unis, mais au moins l'avantage, c'est que lorsque ça prend, c'est un marché de plus de 300 millions de personnes, donc il y a de quoi tout péter là-bas. Merci pour cette transparence et j'aurais une dernière chose pour toi, c'est un bouquin. Si tu as écouté, comme tu me disais, les autres épisodes, tu sais que le concept du podcast, c'est que à chaque invité, j'offre un bouquin que je pense qui est parlant et qui pourra peut-être aider aussi l'invité dans son activité. Et pour toi, ce que j'ai choisi, c'est un bouquin de Jean de Rochebrochard. Je sais pas si tu connais, il s'occupe du fonds d'investissement de Xavier Niel qui s'appelle Kima. Son bouquin s'appelle Human Machine. Kima Partner. Mm-hmm. Ouais. Je sais pas si tu as déjà, c'est un bouquin qui est sorti dernièrement. Je sais pas si, oh non. Je l'ai pas encore lu, mais on m'en a beaucoup parlé. J'ai peur que tu l'avais déjà, ok, donc. Ah, bah non. Donc, en fait, il va je vais m'offrir. l'offrir, comme je le fais à chacun de mes. Ah, trop bien. Ah, mais je suis ravie. Comme ça, je vais pouvoir le lire tranquillement pendant les fêtes de Noël. Mais on m'en a beaucoup parlé et justement, je me suis dit, il faut absolument que j'aille me le prendre. Donc, c'est parfait. C'est trop ouf. Tu dois absolument le lire. C'est pas un bouquin générique comme tout ce qu'on a l'habitude de voir sur les bouquins de productivité. L'idée, c'est pas de nous transformer, nous, en robot ou en machine, mais c'est d'avoir des process de machine qui te permettent, toi, d'avoir ta vie d'humain, quoi, de rester humain tout en bossant comme une machine, tu vois. Mm-hmm. C'est très intéressant, tu vas adorer dans tous les cas. Merci encore à toi pour ce partage. Merci beaucoup. Et à très vite. Bon, pour ceux qui sont arrivés jusque-là, la meilleure façon de me soutenir, c'est de me laisser 5 étoiles sur iTunes et avec un joli commentaire. Ça m'aide énormément à monter dans les rankings. Et aussi, j'ai un groupe privé Facebook où j'échange avec la communauté. Je partage plein de hacks sur mon dada qui est le growth hacking. Donc, il y aura le lien en description de l'épisode. N'hésitez pas à rejoindre mon groupe privé Facebook. Merci encore à tous pour votre soutien et à très vite. Ciao, ciao. Félicitations, vous avez écouté cet épisode de Débrouillard jusqu'à la fin. Je vous serais très reconnaissant de le partager à 2 personnes autour de vous, d'abonner de force vos potes de podcast sur leur téléphone et de me laisser une évaluation 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément à monter dans les rankings et donc d'être découvert par de plus en plus de gens. De plus, si vous me laissez votre email sur débrouillardpodcast.com, je vous enverrai les épisodes hebdomadaires ainsi que tous mes petits bons plans. Pour finir, si vous avez des besoins d'accompagnement pour trouver un nouvel emploi, celui qui vous convient le mieux, toute la team de super séducteurs de recruteurs va vous pomponner comme il se doit afin que vous vous démarquiez de la masse des candidats et que vous séduisiez les recruteurs et enfin que vous soyez l'élu des retenus. Ce peu importe que vous soyez un étudiant en phase terminale et sur le point d'embrasser le monde de l'emploi, un employé dont l'employeur actuel ne répond plus aux attentes ou tout simplement une personne qui veut booster sa carrière ou renégocier son salaire. Pour cela, il vous suffit juste de nous écrire sur superséducteur@débrouillardpodcast.com. Je suis Guy Berthold Tégueux et je vous embrasse.